Bien, bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue du coup à cette première Urba Session de l'année 2024, qui marquera du coup le début d'un cycle de 3 webinaires autour de la thématique et des liens entre la santé et l'aménagement du territoire. Juste pour vous rappeler un petit peu ce que sont les Urba Sessions. C'est un cycle de formation qui est co-animé par le Parc des Monts d'Ardèche et le CAUE de l'Ardèche depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, et c'est un cycle de formation qui a destination des élus et des techniciens de l'aménagement, on va dire, au niveau ardéchois. Pour ce cycle du coup de 3 webinaires sur santé et aménagement, on a un petit peu innové cette année puisqu'on a réalisé ce cycle en partenariat avec les délégations territoriales de l'Agence régionale de santé de l'Ardèche et de la Drôme, et puis avec le CAUE de la Drôme. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire. Donc on va être sur un webinaire d'environ 1 heure et demie avec 2 interventions qui ont été inversées par rapport au programme qui vous avait été proposé initialement. On aura donc une première intervention de Monsieur Vignal, qui est le maire de la commune du Cousin, et puis de Madame Claire Debuy, qui est du coup l'ancienne chef de projet Petite Ville de demain pour les communes de La Voulte-sur-Rhône et du Cousin, et qui a donc travaillé sur le projet qu'ils vont vous présenter tous les deux. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Christophe Dupont, qui est lui le chef du pôle santé publique de la délégation Ardèche de l'Agence régionale de santé. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le changement de programme qui est dû à des contraintes auxquelles je dois faire face, comme tous les maires, hein, faut s'adapter. Et merci de vous adapter donc à ça. Et la présentation va être effectivement faite avec Claire Deblic, que nous avons vu avec regret partir vers la Drôme. Mais elle a fait un bon travail avec nous sur la commune du Pouzin, sur cette aventure qui ne fait que démarrer de réhabilitation de la friche Coco Boer. Très rapidement, je vous situe juste très rapidement la commune du Pouzin, qui est dans la vallée du Rhône, dans un espace très contraint avec une voie ferrée, la route départementale 86, la route départementale 104, donc à peu près 20 000 véhicules jour pour 2900 habitants, une grosse activité économique, un PPRI qui nous contraint aussi, et la commune qui a été fort heureusement retenue dans le dispositif Petite Ville de demain, qui nous a permis notamment de bénéficier de l'expertise de Claire Deblic pour accompagner les élus dans la, dans l'approche de l'avenir plus ou moins lointain de notre commune, et finalement de saisir l'opportunité d'une friche, d'une friche industrielle dans laquelle on fabriquait il y a quelques années de ça maintenant le fameux Coco Boer que peut-être certains connaissent grâce à la chanson de Renaud, qui était une poudre qui était rajoutée à de l'eau pour fabriquer une boisson désaltérante, un peu comme l'anthésite un petit peu plus tard, et qui était vendue dans le monde entier, notamment en Afrique du Sud, à l'armée africaine là-bas, et c'est pour ça que d'où le nom de Coco Boer pour une opération marketing à l'époque. Donc, cette friche, donc, comme est indiqué là sur votre diaporama, est abandonnée donc, depuis une quarantaine d'années, une superficie de 1000 mètres carrés, vraiment au cœur de notre pointe de commune, là, sur la partie nord de la commune, où il y a très peu, en fait, très peu de verdure, c'est très dense. Donc, la mairie a saisi l'opportunité puisque les propriétaires voulaient s'en débarrasser. Donc, a saisi cette opportunité pour y créer un espace, un peu de fraîcheur et renaturer cet espace. De toute façon, nos contraintes PPRI nous empêchent
d'y faire une quelconque construction. Claire, si tu veux enchaîner un petit peu, Oui, tu bah, m'entends? oui, très Oui, bien. oui, Euh, bah, je ne veux pas faire un monologue, ça serait pénible. Non, 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 il n'y a Et pas de souci. Ben, en rebond à ce que tu disais, Christophe, c'est vrai que j'ai fini par entendre les élus dire, grâce au PPRI, virgule, nous avons eu l'opportunité d'avoir enfin, un projet d'acquisition foncière qui était très facilité, puisque les propriétaires n'avaient plus la possibilité d'avoir des projets de nouveaux bâtiments qui auraient fait accroître le risque d'inondation. Donc c'est là que assez rapidement est entré dans la boucle EPORA, donc l'établissement public foncier d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec Marie Lecoq que j'ai pas vu connectée, mais dont j'ai vu Patrice Gors qui était connecté. Peut-être que tu peux faire un petit retour, Christophe, si tu veux, sur cette première rencontre qui avait eu lieu l'été 2022, où justement il y avait eu ces premières hypothèses de renaturation slash forêt urbaine qui avaient été évoquées et qui véritablement à l'époque n'avaient pas fait l'unanimité. Est-ce que tu oui, veux rebondir là-dessus? oui, ben, disons que en fait, on était un peu en période d'assimilation, grâce toujours à cette démarche initiée par Petite Ville de Demain, cette réflexion sur la nature en ville. Donc, c'est vrai qu'on partait un peu de loin. Et les élus, dans un premier temps, quand on leur parlait de forêt urbaine, étaient plus que sceptiques, ou moins que sceptiques, je ne sais pas ce qu'il faut, ouais, plus que sceptiques. Donc, il a fallu donc présenter d'autres réalisations sur d'autres communes, des communes voisines, des cas où ça s'était bien passé, des cas où ça s'était pas très bien passé parce que mal appréhendé. Ou bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu nouveau. Il y a eu beaucoup de réunions. On était aussi, nous, de notre côté, dans une démarche de participation citoyenne où émergeait vraiment de la part de la population un souhait de créer aussi des espaces de rencontre, des espaces de fraîcheur, où la nature reprenait un petit peu ses droits. Donc, grâce à ces réunions, à ces rencontres, à ces échanges avec à la fois la population, mais aussi des experts, entre guillemets, hein, comme le CAUE, bien sûr, mais grâce aussi à IPORA, on a eu aussi un atelier des territoires. Donc, il y a eu une imprégnation de la part des élus et qui ont commencé à voir le côté bénéfique de cette requalification et finalement de rebondir sur cette verrue, sur cette contrainte et la transformer en atout pour la commune. D'autant plus que sur cet exemple précis, on faisait un peu figure de précurseur, hein, vu la taille de notre commune. Et donc, on a un accompagnement aussi de l'État qui n'est pas négligeable, loin de là, ce qui Mm. aussi facilite la prise de décision des élus quand on peut avoir des financements ou des cofinancements. Forcément, ça passe de suite mieux. Ben justement, on va en parler. Euh, Christophe Vignal vous a exposé un peu le contexte dans lequel d'acculturation, dans lequel cette première étude de faisabilité proposée par EPORA et son partenaire, donc, qui était l'agence d'urbanisme de Grenoble, si je dis pas de bêtises, sur ces hypothèses de renaturation. Dans quel contexte est-ce que ça a été présenté aux élus? Donc, comme disait Christophe Vignal, euh, une réception assez mitigée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment adapté à la taille de notre commune? Est-ce que ce serait pas une usine à gaz? Quelle est la plus-value pour les habitants et les habitantes? Comment les habitants et habitantes vont réagir aussi à ce projet-là? Est-ce que c'est pas réservé plutôt pour les grandes métropoles, etc., etc. Enfin, Christophe, je sais pas si tu veux compléter, mais il y avait aussi est-ce que un projet de renaturation, ça va pas être vu comme un terrain vague parce que la nature, elle doit être dominée, contrôlée. Faut pas que ça fasse pas entretenu. Enfin, il y avait beaucoup de motifs légitimes de la part des élus de questionnement. euh, qui ont abouti. On peut aller, Alexis, s'il te plaît, à la diapo suivante.
qui ont abouti à l'idée concertée avec l'équipe d'Epora de proposer de se constituer en équipe projet pour accompagner les élus du Pouzin dans la prise de décision autour de l'avenir de ce site, de cette friche Cocoboer. Et donc finalement, de procéder à un arbitrage sur un projet assez classique et naturel dans l'esprit des élus du Pouzin, qui était de proposer un peu plus de stationnement dans ce vieux bourg qui est assez dense, et proposer également un parc plutôt aménagé de type jeux pour enfants, etc., ou une forêt urbaine, ou un truc entre les deux, ou encore autre chose qui permettait de favoriser la renaturation. Et donc, nous avons mis en place cette équipe projet autour de Chloé Pinty, donc de l'EPORA, avec comme rôle donc de réunir les partenaires techniques, dont les agences d'urbanisme, dont on parlera dans un instant avec Christophe Vignal, qui ont été vraiment aux côtés des élus dans ce process d'aide à la décision. Éco-organisation et animation du séminaire dont Christophe Vignal vous parlera dans un instant. Donc moi-même sur vraiment la partie intermédiaire globale avec entre la collectivité, les services de l'État, recherche de financement, conception, organisation, animation du séminaire dont on vous parlera dans un instant. Et donc les agences d'urbanisme, donc il y en avait 3 qui nous ont accompagnés, et on va vous dire dans un instant dans quels termes. Et on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Alexis. Christophe, est-ce que tu veux dire un petit mot justement de ce séminaire? Quels étaient ses objectifs et comment ça a été vécu par les élus, avant que peut-être je conclue sur la partie introductive de ce qu'on a initié ensemble, et que je parle aussi de la partie financement. Oui, alors effectivement, bon, sur notre commune, parler de séminaire, c'était déjà aussi une petite révolution. Donc, nous avons proposé à nos élus, nous sommes 23 au conseil municipal, une formule assez souple, sous la forme d'un après-midi, avec une visite des lieux. Là, on voit d'ailleurs sur la diapo en haut à gauche, là, devant le portail de l'ancienne usine, pour bien s'approprier, sachant qu'il y a beaucoup d'élus ne connaissaient même pas ce lieu finalement. Découverte vraiment de tout ce petit périmètre. Et puis, un temps d'échange sur voilà, comment on s'imaginait cette nature en ville. Et puis, avec un peu des confrontations, un peu des jeux de rôle, se mettre dans la peau de l'opposant, un projet de forêt urbaine, entre guillemets, et des confrontations pour que tout le monde s'exprime sans filtre, puisque là, on était entre nous, avec bien sûr les agences qui nous accompagnaient, qui ont permis d'organiser ça. C'était finalement très, très bien organisé. Et pour, à la sortie, vraiment faire ressentir à l'ensemble des élus unanimement. C'était vraiment, ça a été, parce que ça a commencé à 14h et on a fini vers les 21h. Donc, des élus nous ont rejoints en cours de route. Et finalement, on a convaincu naturellement, c'est le cas de dire, sur l'idée de vraiment adopter sur un projet de renaturation et de s'en emparer. Donc, il y a encore un long chemin, on n'a pas encore fixé les contours précis, mais c'est vrai que ça a été un après-midi en plus doublement intéressant, puisque c'était quand même un peu un stage de cohésion pour notre conseil municipal, qui était pratiquement à mi-mandat, et puis un exercice peu courant d'expression, voilà, d'expression aussi, et finalement ça a été, même sur le plan humain et citoyen, très 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 riche. Oui, c'est vrai que ça a été une belle journée. Nous avions en plus du CAUE qui avait participé, nous avions également les services de l'État qui suivaient le projet depuis le début. À noter également que ce projet était inscrit dans l'opération de revitalisation du territoire,
Donc, c'était un projet qui était déjà fléché depuis un an voilà, on ne savait pas encore ce que ça allait devenir, mais en tout cas, on savait que ce sujet devait être traité. Donc, les services de l'État étaient vraiment dans la boucle depuis le début. Nous avions également les 2 chargés de mission de Natura 2000 pour apporter aussi de l'expertise sur la nature en ville. Nous avions bien entendu les agences d'urbanisme avec un écologue qui était venu depuis Grenoble pour nous accompagner aussi. Nous avions bien entendu les services, notamment le service espace vert de la ville. Et donc tout ça avec donc aux côtés des élus et tout ce petit groupe de personnes en fait était en fait une communauté apprenante d'abord parce qu'il y a eu l'acculturation avec un certain nombre de concepts. Qu'est-ce que c'est que la restauration des fonctions écologiques d'un sol? Qu'est-ce que c'est que la différence entre de la nature en ville, de l'artificialisation, etc., etc. Donc, toute cette journée-là, en fait, a été construite pour, s'acculturer, comprendre, connaître les enjeux et les concepts associés à la renaturation. Et puis ensuite, qu'est-ce qui peut nous positionner en pour ou en contre? Donc là, c'est ce que Christophe Vignal explicitait il y a 2 secondes. Donc, nous avions des petits jeux sous forme de joutes verbales qui avaient été donc là je crois que vous les voyez en bas à droite sur les chaises. Donc il y avait le côté gauche avec les personnes qui s'exprimaient en pour, les côtés droite en contre, et donc il fallait imaginer être dans la posture de un habitant ou une habitante qui serait pour ou qui serait contre. Et donc il y avait vraiment cette idée de se projeter à la place d'eux et donc d'aller explorer aussi si on était a priori pour explorer aussi les personnes qui pourraient se positionner en contre et vice-versa. Donc d'explorer vraiment, on va dire, tout le spectre des positions et voir ce qu'on pouvait répondre. De façon à ce qu'effectivement, comme disait Christophe Vignal, on a abouti à la fin en réunion de bureau municipal avec une prise de décision à l'unanimité en faveur du projet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, sur cette journée, Christophe? Oui, Je passe au juste, financement. Ouais. oui, je veux juste rajouter que faut bien savoir que notre équipe municipale, a priori, n'avait pas une conscience. C'était défavorable. Voilà, et même dans sa composition, bon, les élections municipales opposées, on n'a qu'une liste avec multiples, voilà, grand éventail au niveau des idées politiques comme traditionnellement on les classe en France. Et il n'y a pas 23 écolos, enfin, en caricaturant, il n'y a pas 23 écolos au conseil municipal du Cousin, loin de là. Donc, comme je disais tout à l'heure, on partait un petit peu de loin. Et finalement, eh bien, grâce à de la méthode et puis voilà, des bons conseils, une bonne préparation, ce sujet qui aurait pu être rejeté avec des a priori a pu maturer et convaincre finalement grâce à notamment avec ce point d'orgue, un point d'orgue, cette fameuse journée, ce fameux séminaire. Donc, comme je vous disais, les services de l'État étaient dans la boucle depuis le début. Et donc, au titre de Petite Ville de demain, nous avons fait la demande d'émarger au fonds vert 2023 pour accompagner sur, alors pas tant l'acquisition qui est donc facilitée par EPORA et qui était prise, qui était voilà, à la manœuvre, il y avait l'établissement public foncier, mais plus sur vraiment toute la partie dépollution. Qui pour le coup est déconstruction, qui était beaucoup plus massive et beaucoup plus coûteuse. Et donc là aussi encore, saluer l'accompagnement des collègues chez EPORA pour aider à établir un bilan d'opération, etc. et nous figurer les coûts pour la ville. Donc nous avons demandé du fonds vert et pour faire le lien maintenant avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui et puis ouvrir aux questions, eh bien à l'époque, personnellement, et je pense que Christophe, pas plus que moi, tu me contrediras si besoin, on n'était pas tellement dans l'appréciation de ce projet avec un prisme santé. Comme on candidatait sur du fonds vert et qu'on avait un sujet renaturation, pour nous, c'était plus
l'ambition écologique du projet qui était intéressante à appréhender. Et donc, je me souviens, là j'ai mes petites notes à côté, hein, que lorsque j'avais rempli la candidature pour le fonds vert pour la friche Coco-Boer, on avait précisé que le but c'était de rafraîchir la ville, de dépolluer l'air et de stocker du carbone, de maîtriser le risque inondation, de préserver, restaurer la biodiversité, d'éduquer à l'environnement, etc., etc. Mais en fait, on n'a pas réalisé, un peu comme Monsieur Jourdain, on faisait de la, on faisait de l'urbanisme favorable à la santé sans le savoir, parce que finalement, rafraîchir la ville, bien entendu, on parle de physiologie en fait, hein, donc bien entendu que c'est de la santé. Dépolluer l'air, bien entendu, respirer un air sain, c'est de la santé, c'est pas de l'environnement ex nihilo. Le risque inondation, bah, bien entendu, quand on est vivant, ça va toujours mieux, etc., etc. Et en fait, je peux reprendre tous les items des enjeux et des ambitions écologiques et quasiment faire un lien systématique avec la santé. Je donne un dernier exemple qui peut-être est un peu moins évident, mais qu'il est apparu en suivant la présentation de Christophe Duchin qui va vous être faite dans la foulée et qui m'a bien ouvert les yeux sur le caractère transversal des enjeux de santé. Nous avions déjà identifié avec Christophe Vignal et les élus du Pouzin que bon, lorsqu'on avait fait les diagnostics de la ville, la ville est dans une démographie sans surprise et à l'instar des autres petites villes de demain plutôt vieillissante, avec un gros enjeu à permettre aux personnes âgées de se maintenir à domicile le plus longtemps possible et donc d'être autonomes le plus longtemps possible. Or, nous sommes aperçus en échangeant, en lisant, que finalement, il y a deux choses qui permettent aux personnes de se maintenir en situation d'autonomie et donc de pouvoir rester à domicile. Il y a bien sûr leur bonne santé, mais également leur bonne santé grâce à le lien aux espaces verts et grâce au lien social. Or, les espaces verts, ce sont des espaces publics. Donc, je finis avec ce petit propos en guise d'ouverture et je te laisse, Christophe, la conclusion avant d'ouvrir aux questions. Oui, effectivement. En fait, ce qui était intéressant quand même, c'est que on n'a pas raisonné. Certes, au départ, on a raisonné nature en ville, mais on a raisonné humain, l'intérêt de l'humain finalement en ville. Et finalement, l'intérêt de l'humain, c'est, comme vient de le dire Claire Deblic, l'intérêt, c'est d'être en bonne santé. Donc, il en est découlé finalement un choix qui effectivement est favorable, d'autant plus avec les étés qu'on vient de, notamment le dernier que l'on vient de traverser, favorable à la santé. Je rajoute aussi qu'il y avait aussi quand même un petit côté patrimonial intéressant puisqu'on avait tenu aussi à faire de cette friche qui va être donc requalifiée, à maintenir le souvenir et la mémoire de ce qui s'y passait avant, en, en prévoyant un espace pour expliquer, avec un système d'information, d'expliquer l'usine Coco Boer qui embauchait quand même au sommet de son activité 200 personnes. Beaucoup de Pouzinoises et Pouzinois ont leurs grands-parents qui travaillaient dans cette usine. Donc il y a tout un travail aussi de mémoire qui est aussi bénéfique finalement au bien-être et donc à la santé de nos concitoyens. Eh bien, il est presque 18 heures pile et nous avons un quart d'heure pour échanger. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions par le biais du chat ou qui veulent poser des questions en ouvrant leur micro, c'est Alexis et Hélène qui vont être à la manœuvre pour distribuer la parole. Et il n'y a pas besoin d'avoir des questions, ça peut être aussi des réactions ou des témoignages complémentaires. Bienvenue. A priori, pas de réaction. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau projet et lourd aussi hein, pour la commune du Pouzin. Donc, au niveau des perspectives, au niveau calendrier, vous avez un peu des éléments pour entamer les travaux. Vous avez déjà des éléments où c'est en cours de réflexion, d'études? Alors juste, moi, Claire complétera, mais là, on est encore en train de finaliser la vente en fait hein, du bien, puisque
comme vous avez pu voir, c'est très imbriqué. Il y a des habitations qui sont mitoyennes, donc on ne peut pas couper n'importe où. Les propriétaires, un des fils habite à proximité. C'est ce qui a d'ailleurs motivé aussi à se séparer de ce bien qui était vandalisé, qui de temps en temps il y a même des petits incendies voilà, allumés par des personnes qui ne savent pas trop quoi faire. Bref, donc là, on est en train vraiment de finaliser la cession. Après, c'est une opération là enfin Claire, tu confirmeras, mais qui va s'étaler déjà, parce qu'il va y avoir quand même toute la partie diagnostic beaucoup plus précis que ce qui a été fait, pour après, bien sûr, faire la démolition. Donc là, on a 2 ans, pratiquement 2 ans devant nous, à mon avis, avant de pouvoir disposer de la surface et la retravailler, quoi. Mais toute cette phase, justement, c'est ce qui est intéressant avec Epora, c'est que quand on récupère une friche industrielle, même si c'était pas une activité vraiment chimique, puisque là, c'était de l'alimentation, hein, donc a priori, il ne devrait pas trop y avoir de mauvaises surprises, mais quand même, la partie diagnostic vraiment précise du sol, même par rapport éventuellement aux essences que l'on voudra planter par la suite. Donc tout ça va démarrer quand la session aura été faite. Mm. Il y a Jean Riaillon, pardon, qui a levé la main, donc allez-y. En fait, j'ai des blancs qui se reproduisent dans vos propos. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de suivre. J'espère que je ne suis pas hors sujet. En fait, en 2 mots, en fait, c'était une intervention que je voulais faire parce que si je suis venu vous rejoindre et si j'ai été intéressé par ce webinaire, c'est parce que je recherche un petit peu l'expérience de. Je fais un peu de benchmark un petit peu pour savoir comment mes collègues élus et comment les communes réagissent. Alors, moi, je suis premier adjoint dans la commune de Boffre. Je suis vice-président à l'agriculture et la viticulture dans la communauté Rhône-Crussol. Donc, je suis assez sensible à pas mal de sujets liés à la revégétalisation, à la vision environnementale de l'aménagement de notre territoire, tant pour l'agriculture que pour l'aspect social. Et en fait, comme nous avons inscrit au sein de notre commune un projet de, de renaturation du centre-bourg. Alors, chez nous, c'est très petit, hein. Nous sommes moins de 700 habitants avec un centre-bourg qui comporte entre 200 et 300 habitants, 200 à l'année. Et en fait, notre projet, c'est s'adapter au dérèglement climatique et amener de la fraîcheur dans les petites ruelles d'un village rural. Voilà, ça c'est notre credo. Et dans ce cadre-là, ben, on est en train de construire ce projet avec, dans un premier temps, un agencement, une recherche de mise en œuvre, hein, c'est-à-dire trouver des espaces où on va pouvoir planter de la végétation dans les petites ruelles et les calades. Et puis, on a toute la démarche de recherche de subventions. J'ai entendu Fonds vert tout à l'heure. Ce sera un des axes vers lesquels nous allons nous engager. Mais ça, c'est 2024-2025. Donc, vous avez compris que j'étais dans une démarche d'écoute de vos expériences. Et puis je suis même preneur de contacts supplémentaires, comme je le fais dans d'autres communes de notre territoire, hein, Rhône-Crussol. Par exemple, la commune de Soyons a fait un énorme travail récemment sur la revégétalisation du centre-bourg. Et donc, on travaille un peu en collaboration pour pour mettre en commun des cahiers des charges, des choses comme ça. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Maintenant, je suis aussi très ouvert à d'autres questionnements si vous le souhaitez. Monsieur le maire adjoint, je vous ai entendu parler de votre phase de benchmark. Il y a mes coordonnées dans le diaporama qui vous sera transmis à l'issue de la présentation. J'avais réalisé un benchmark, Christophe Vignal l'avait évoqué, Mm. et voilà, sur du temps
sur du temps d'agent public et je le tiens à disposition de toutes les personnes qui seraient intéressées. J'étais allée chercher petites villes, grandes villes, de la forêt Miyawaki, en passant par, enfin voilà, tout ce que j'avais pu trouver qui se faisait en France en matière de renaturation, donc n'hésitez pas. Et alors, ce sont mes contacts perso, parce que du coup, effectivement, j'ai quitté l'Ardèche et je suis à la DDT de la Drôme maintenant. Mais Aïe. je répondrai sans souci à toutes les demandes qu'elles émanent d'une part ou de l'autre du Rhône. Voilà. Va des rétros, Satanas. Ah là là. Je voulais peut-être compléter ce que vous dites. Moi, j'ai pris note, Claire, hein, c'est bien cela. Oui. J'ai pris note de vos coordonnées. Je voulais rajouter que Bofre est engagé probablement euh, parce que l'équipe a déclenché un processus très dynamique. On est engagé dans le processus de labellisation village de caractère. Ah oui. Euh, ainsi que Bofre est aussi lauréat, comme quelques communes du plateau du Vivarais, lauréat de Village d'avenir. Et D'accord. donc, on va travailler avec le CAUE très prochainement. On a travaillé, je sors d'une réunion avec Epora dans le cadre d'un financement d'acquisition d'un bien privé au profit du public, toujours avec cette vision du cahier des charges village de caractère. Et on va travailler aussi avec le SDEA. On va travailler avec le dispositif de Village d'avenir, hein, c'est ce que je vous disais, avec un chef de projet qui va nous rejoindre et qui va poser l'ensemble d'un débat global et qui va nous aider à faire des études sur l'espace communal. Et il est clair que la renaturation, la végétalisation, bah pour nous, c'est un des axes essentiels. Voilà. Ce que Ouais, je je sais peux pas, ouais, je sais pas oui, si vous m'entendez bien, hein. oui, très bien. Ce que je peux rajouter, c'est que bon, pour le moment, au Pouzin, il n'y a rien de bien visible, hein, puisqu'aujourd'hui, on voit la friche. Par contre, d'ici 1 an et demi, n'hésitez pas à recontacter la commune pour savoir un peu comment a évolué le projet. J'espère bien sûr que ça aura bien avancé pour pourquoi pas venir après sur place voir un peu ce que ça donne et le ressenti des élus et de tout le monde et de la population. Euh, Ça sera toujours intéressant. Alors après 2026, voilà, il y a des élections, mais jusque-là, on est à votre disposition, et puis je l'espère même après, pour témoigner de cette aventure. Bon, 2900 habitants, c'est plus grand que Bof, mais cela dit, vu le quartier en question, en fait, le quartier, c'est le village dans le village, quoi. Donc, Ouais, ouais. c'est une configuration de village dans la ville. Donc, je dirais qu'on est un peu dans le même contexte, quoi. Mhm. Y a-t-il d'autres réactions, témoignages ou questions parmi les participantes et participants? Il y avait Jérôme tout à l'heure qui a levé la main. Je ne sais pas si il est reparti. Moi, je ne suis pas reparti, c'était juste pour répondre à M. Riaillon, qui effectivement, donc, le CIE de l'Ardèche a été mobilisé par la commune pour réfléchir à la valorisation du centre-bourg, donc avec l'élaboration d'une feuille de route. Et la question de la renaturation, végétalisation sera traitée. Et, et indépendamment de ça, donc juste préciser, donc il y a des actions qui ne coûtent pas forcément très cher et qui demandent de la méthodologie, et notamment il y a tout ce qui est permis de végétaliser, qui permet d'accompagner la renaturation des cœurs de bourg de manière souvent participative avec les habitants. Voilà, il y a des outils qui existent et qui peuvent être mis en œuvre sans que ce soit très très coûteux. Ça demande par contre de l'organisation et de l'animation. Je vois une question de Monsieur Boucher. Si Patrice Gors d'Epora est toujours là, peut-être qu'il peut répondre à la question. Pouvez-vous dire 2 mots sur Epora que je ne connais pas? Ou quelqu'un d'autre d'Epora, sinon on s'en occupera. Voilà. Alors, en 2 mots, hein, ça va être court, mais alors je mets la vidéo. Hop. Alors, en 2 mots, en fait, Epora, c'est un établissement public foncier
d'État, mais qui est dirigée par des élus du territoire, dont la fonction est en premier lieu d'acheter des biens pour le compte des collectivités locales. Donc quand il y a une commune qui a un bien stratégique qu'elle veut acheter, soit amiable, soit pour préemption, elle peut faire appel à EPORA qui l'achète et va le conserver le temps que la commune mette en place un projet et trouve un opérateur éventuellement. Donc ça, c'est notre fonction de base. Et on achète tous les biens, enfin, notre territoire d'intervention, c'est tous les biens qui sont en zone U et AU, que ce soit des terrains, des biens, des maisons, des anciens hôpitaux, des anciennes friches industrielles, des trucs à plusieurs millions, comme des choses à 3 millions, €. Enfin, on n'est pas, voilà. Et après, en complément de ça, une fois qu'on a acheté le bien, on peut aider la commune, comme on l'a fait au Cousin, à financer l'étude préopérationnelle pour savoir ce que vous voulez faire du bien, en termes d'habitat, en termes d'économie, en termes de renaturation. Et s'il y a besoin, ce sera le cas au Cousin également, on fait la conduite d'opération, l'opération de démolition, déconstruction. Donc on remet le site propre. Et avec tout ça, c'est gratuit. Vous payez pas d'ingénierie, vous payez pas le portage foncier, puisqu'on est financé par une taxe. Et en cas de travaux, on met de l'argent dans l'opération. C'est pour ça qu'on a évoqué les PORA financeurs. En fait, on peut mettre une partie de l'argent du déficit foncier, donc du fait qu'on achète un bien construit et qu'on va on va rendre un terrain nu, quoi. Donc il y a forcément une différence de prix importante et on va mettre de l'argent là-dedans. Hyper résumé, c'est ça. Tu peux même préciser que, en l'occurrence, vous aviez bonifié votre participation au déficit foncier Oui, dans le cadre du projet démonstrateur de tout à fait. renaturation. Mm. Bah oui. Bon, parce que c'était le Coco Boer et moi j'adore Coco Boer. Ou t'adores Christophe Vignal, fallait choisir. J'adore, voilà, les deux. Les deux. Merci. Et donc, précisément dans la continuité de ce que disait Patrice Gors, là, on a eu vraiment cette chance d'avoir ce partenariat avec Epora qui, au-delà du travail sur le foncier, nous a vraiment accompagnés grâce au partenariat qu'ils avaient avec les agences d'urbanisme sur, comme je disais tout à l'heure, l'organisation du séminaire, l'intervention d'écologues, d'urbanistes, pour accompagner la ville sur la définition de ce qu'elle voulait faire derrière. La nature du partenariat pourra même, entre EPORA et les agences d'Urba, pourrait même se prolonger dans l'intervention des agences d'Urba et des écologues sur les études de sol, comme évoquait tout à l'heure Christophe Vignal, puisque renaturer, c'est pas juste prendre de la poudre de perlimpinpin et voir ce qui pousse, c'est vraiment un projet d'aménagement. Donc savoir en fonction du sol, en fonction de ses besoins, s'il est très compact, s'il est pollué, quelle est l'hydrométrie, etc. Qu'est-ce qui est approprié pour planter. Et naturellement, c'est pas forcément des compétences encore une fois, que les petites villes peuvent avoir, pas toujours en tout cas. Ouais, si je me permets d'intervenir, c'est pour appuyer ce que disait Monsieur Gors des PORA. Nous, en tant que petite commune, on a observé dans notre rapprochement avec les équipes EPORA récemment une véritable plus-value, alors indépendamment du système, hein, c'est-à-dire le financement dès la capacité d'acheter un bien, par exemple, mais aussi tout le processus qui s'ensuit, c'est-à-dire une vision assez technique et un soutien technique dans ce type de démarche, euh, avec ce report de remboursement, enfin, pour une commune, avec un montage financier qui satisfait une commune comme la nôtre. Donc, c'est sûr que enfin, nous n'avons qu'à nous satisfaire de la convention que nous venons de signer avec EPORA, même si on est en plein démarrage, hein, bien sûr. Y a-t-il d'autres remarques ou questions par rapport à l'intervention de Claire Deblic et Christophe Vignal? Comme je l'ai dit, on reste à la disposition des élus ou de tout le monde pour vous faire part de notre expérience et de cette belle aventure. Je remercie encore Claire Deblic qui joue les prolongations. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça aussi, c'était une belle découverte. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, quoi, où je pense qu'on y verra beaucoup plus clair sur cet espace. Mais par ailleurs aussi, sur la commune, il se passe plein de choses dans le même état d'esprit, avec la même philosophie.
qui, je le rappelle, au départ, avec une équipe d'élus qui n'était pas vraiment configurée pour se poser ces questions-là que l'on a appréhendées en cours de mandat. Donc, c'est là aussi, c'est une très belle expérience, très enrichissante. Et merci au CAE, qui est un partenaire, tout comme Epora, qui est devenu maintenant incontournable pour notre commune. Ah, merci. Mais en tout cas, merci pour votre témoignage, d'avoir pris le temps et on va pouvoir vous libérer. Et en tout cas, merci pour en effet ce témoignage et de montrer cette dynamique lancée par rapport à la santé et l'urbanisme qui, voilà, en Ardèche, on voit que ça commence à prendre essor. Et c'était un peu ce qu'on voulait montrer pour ce premier webinaire consacré sur la thématique santé et urbanisme. Mais du coup, on va pouvoir peut-être continuer avec Christophe Duchamp si voilà, il n'y a pas d'autres réactions, qui donc fait partie de l'ARS, Christophe qui fait partie de l'ARS Antenne Ardèche et qui va pouvoir nous faire donc nous faire une intervention sur le concept d'urbanisme favorable à la santé. Une entrée en matière, en fait, on inverse voilà, le programme initial. Et puis, bah, Claire, voilà, merci encore à toi pour en effet avoir joué les prolongations et bonne suite à toi dans la Drôme. Mhm. Avec plaisir. Alors, urbanisme favorable à la santé, mais faut voir là-dedans aussi des aménagements favorables à la santé. C'est-à-dire vraiment les projets d'aménagement qui pourraient être favorables à la santé. Alors, c'est plutôt une introduction et vous montrer un peu le lien qu'il peut y avoir entre les deux. D'abord, il faut s'entendre sur une définition, s'entendre sur ce qu'on entend justement par la santé. Et on n'entend pas tous la même chose. Pour certains, ça va être ne pas être malade, d'autres être soigné quand on est malade et guérir, ça c'est plutôt les médecins. Pour d'autres, être bien en forme, c'est plutôt pour les sportifs. Certains vont être vraiment sur le côté un droit fondamental, j'ai droit à ma santé, une ressource comme autre chose, ou d'autres on parle de santé individuelle et d'autres, comme à l'ARS, on parle de santé d'une population. Et tout ça, ben, c'est la santé et ça vous indique également, et pour faire un parallèle avec ce qui vous a été dit au début, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'en fait, par rapport à ce que disait Monsieur Vignal sur son projet, au début de son projet, ben, chacun avait une idée un peu particulière de la renaturation de cet espace cocoboère. Et se poser plein de questions et tout le monde avait une définition finalement de ce que devait être cet espace-là. Et la santé, c'est un peu la même chose. En fait, il y a des choses bien précises sur la santé. On a on a la conférence Déclaration d'Alma-Ata et donc la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est donc un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc mental et social, il ne faut pas du tout les oublier. Et c'est pas uniquement voilà, le côté absence de maladie, faire en sorte. Alors donc là, ce serait que l'urbanisme fasse en sorte que les maladies ne se propagent pas, par exemple. Ben, non, c'est quand même pas vraiment ça. Qu'est-ce qui influe sur la santé? Les déterminants de santé. Eh bien, écoutez, je vous pose la question, mais je vais quand même y répondre. Le système de soins, l'ordre de santé du territoire, la génétique, l'environnement, les facteurs socio-économiques, les styles de vie, les comportements à risque. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les déterminants de santé. Et il y en a bien d'autres. Alors j'avais un schéma que je vous montrerai pas parce que c'est pas le but du diaporama, mais un schéma qui est intéressant, qui a été fait par les Canadiens, qui représente à peu près tous les facteurs et déterminants de la santé. Et là-dedans, en tout cas sur ce que je vous présente là, ce qui influe sur la santé, et à la limite celui qui influe le plus, eh bien, ce n'est pas le système de soins. Vous le voyez là, c'est que ça intervient pour 15% de la santé de la population. En fait, ce qui influe beaucoup, ce sont les facteurs socio-économiques et les facteurs environnementaux. Avec, si on y rajoute en plus les comportements individuels, ça représente en fait entre 70 et 80% des déterminants de la santé. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, la suite de mon propos, c'est de vous démontrer que par les projets que vous avez d'aménagement dans vos communes, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur ces facteurs-là. Et donc, en jouant sur ces facteurs-là, ben, vous agissez de près ou de loin sur des déterminants de santé. Bon, la preuve par image, c'est un peu gros, mais j'aime bien le montrer. C'est le collègue de la Drôme qui a fait cette diapo-là.
Voilà, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas vraiment photo quand on parle d'urbanisme favorable à la santé. Si on vous présente l'écoquartier de Borne à Grenoble et puis un quartier bidonville de Bombay, on se dit, on sait très bien où on voudrait habiter. Et là, on va passer de suite sur un cas pratique, donc l'exemple des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Pour bien vous montrer les santé et facteurs de risque environnementaux, en fait, on a bien démontré des études. Donc Santé publique France nous a fait un petit résumé de pas mal d'études que je vais présenter rapidement. Donc là, on sait clairement, alors sur les maladies respiratoires, la pollution atmosphérique, ça fait plus de 20 ans avec les premières études sur la qualité de l'air. Alors c'était plutôt les grosses agglomérations, Toulouse, Paris bien sûr. Il y a eu Lyon aussi qui y est passé, mais je crois que Valence aussi, vous avez eu votre étude qualité de l'air, pollution atmosphérique et santé avec ce que tout le monde se connaît maintenant, les particules fines, les PM2,5, oxyde d'azote, l'ozone. On a bien entendu les allergènes. L'air intérieur aussi, moisissures, produits domestiques, les radons sur lesquels on travaille à l'Agence régionale de santé. Et on a aussi les facteurs de santé qui interviennent sur les maladies cardiovasculaires, donc le bruit. Alors moi, j'ai un exemple dans ma vie professionnelle. On a rencontré une personne qui était à cran. Alors à cran a sursauté. Elle aurait pu faire une crise cardiaque au moindre bruit. Monoxyde de carbone, là, dans notre propos, c'est un peu particulier, mais la pollution atmosphérique, toujours. Et donc, si vous pouvez jouer sur ces facteurs-là, ben, vous jouerez forcément sur la santé de la population. Un exemple, les politiques en fait, liées à l'évolution des modes de transport. Si vous avez un objectif dans votre projet de moins de voitures, et que pour vous, c'est un objectif plus transition écologique, diminuer la teneur en carbone et jouer sur le changement climatique, c'est parfait. Mais en fait, vous avez aussi un objectif santé. Parce qu'en fait, moins de voitures, c'est moins de pollution de l'air. On l'a vu tout à l'heure, donc moins de pollution de l'air, c'est moins de maladies cardiovasculaires ou moins de maladies respiratoires, ou en tout cas, on n'aggrave pas ces maladies-là, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà malades, les asthmatiques, ont moins de crises d'asthme, sont moins malades, tout simplement. C'est aussi plus activité physique, et donc là, j'ai quelques diapos là-dessus, et c'est toujours meilleur pour la santé, et on a pu le démontrer. C'est moins de bruit, et c'est de l'espace libéré aussi pour plus d'espace vert. Et je vais aussi m'attarder un petit peu sur les espaces verts par la suite. Et c'est également moins d'îlots de chaleur et la possibilité aussi de créer des îlots de fraîcheur. Et là, vous êtes sur un quarté, cinqué, quinté gagnant pour la santé. C'est de la santé plus, plus, plus. L'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est un facteur essentiel. Donc, en termes de prévention, mais également en termes de traitement ou post-traitement. Sur les cancers, par exemple, les médecins, depuis quelques années maintenant, vraiment recommandent de pratiquer une activité physique. Ça permet de mieux résister au niveau des traitements, qui sont quand même la chimio, c'est quand même assez lourd et assez dur à supporter. Mais ça permet de mieux résister et ça permet également de se remettre plus vite après traitement. Mais c'est également un facteur de prévention contre les maladies cardiovasculaires, donc AVC, diabète, cancer du sein et du côlon également. L'hypertension aussi, ça préserve du surpoids et de l'obésité. Et ne pas oublier aussi, elle est associée à une meilleure santé mentale. Et la santé mentale, c'est aussi un point très important à ne pas oublier quand on parle de santé. Voilà l'effet de l'inactivité physique sur la santé globale. Donc ça, c'est issu d'une étude parue dans The Lancet. Donc l'inactivité physique est liée à 6% des maladies cardiovasculaires, 7% de diabète de type 2, 10% des cas de cancer du sein, 10% des cas de cancer du côlon et 9% de mortalité prématurée. Donc l'inactivité physique a vraiment un effet sur notre santé. Ici, là, vous avez deux études, enfin une étude qui a été faite par le CEREMA pour montrer l'activité et les modes de déplacement. En fait, alors ça, mais vous savez certainement, 40% des trajets effectués en voiture, en agglomération, feraient moins de 3 km. Donc, on peut penser que en aménageant mieux ces trajets-là, on pourrait favoriser les mobilités douces. Et s'ils étaient effectués autrement,
clairement, le CERAMA a démontré que ça permettait d'atteindre les seuils d'activité physique recommandés. Donc, seuil d'activité physique, on était à 10 000 pas par jour il y a peu d'années, on est passé à 6 000 pas par jour, qui est vraiment minimum à réussir à atteindre. Et on les atteindrait plus facilement si on avait des secteurs à mobilité douce plus de kilomètres de ces mobilités douces et mieux aménagées. On a un exemple là, en France contre les Pays-Bas, on est en train de perdre, mais on peut toujours les rattraper. Voilà, 2% des Français prennent leur vélo pour aller au travail, contre environ 30% aux Pays-Bas. Alors tout ça, c'est à mesurer, mais j'y reviendrai après, parce que on a des études plutôt faites en agglomération, grande ville, et toute la question se pose en territoire ruraux. Là, c'est un point important. Alors, pour ceux qui font de la toxicologie, ça va leur parler de suite, mais sinon, nous, c'est très important. En fait, c'est les effets dose-réponse. C'est ce qu'on essaie en santé d'avoir. Si on peut avoir des effets dose-réponse, c'est ce qu'on a généralement en toxicologie et qui nous permet en fait de gérer les risques. C'est parfait. Et en fait, là, on l'a. On a un chercheur qui a mené une étude et qui a permis de mettre en évidence cet effet dose-réponse entre la réduction de la mortalité toute cause et l'activité physique quotidienne. Et ça fonctionne. On a vraiment une réduction de la mortalité toute cause. Autre facteur, les espaces verts. Au niveau des espaces verts, en fait, l'espace vert, ça va jouer sur la chaleur, donc la chaleur, la pollution de l'air, le bruit, donc là, des facteurs environnementaux qui vont me permettre d'améliorer la santé physique, mais également, ça va permettre aussi d'inciter à avoir des activités physiques. Et aussi, point à ne pas négliger, le développement du lien social. Et le développement du lien social, c'est un facteur très important qui joue sur la santé mentale. Donc là, vous avez des fonctions d'atténuation de l'exposition à des facteurs environnementaux, moins de pollution, moins de chaleur, moins de bruit également, je l'avais oublié. La fonction de renforcement des capacités individuelles par l'activité physique, lien social, fonction de restauration et de bien-être, et fonction environnementale de préservation de la biodiversité, lutte contre l'érosion. Donc là, on est plus sur l'environnemental, mais je vais y revenir aussi sur la préservation de la biodiversité. Les chercheurs ont également démontré que pour la santé publique, la biodiversité était extrêmement importante. Là, vous avez quelques études sur des enfants notamment qui fréquentaient une école avec plus d'espaces verts, donc une étude sur l'effet cognitif et qui avait donc en fait des meilleurs résultats et un meilleur fonctionnement en fait de leur cerveau par rapport à ceux qui fréquentaient une école avec moins d'espaces verts. Voilà, ça a été démontré au niveau d'une étude. Une autre étude également a révélé que dès la petite enfance, si on est plus exposé, si on a mieux accès à des espaces verts, cela entraînait moins de problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Alors je dis santé mentale, c'est pas uniquement des problèmes psychiatriques, et la santé mentale est beaucoup plus large que ça. Et également que plusieurs études qui ont montré qu'en fait les espaces verts réduisent la mortalité prématurée et l'augmentation du couvert forestier. Alors c'est vrai que toujours pareil, on est sur des grandes villes comme Philadelphie, et donc là par rapport à la chaleur, on peut prévenir plus de 400 décès prématurés par an. Sur l'importance de l'accès à la nature, là c'est une étude qui a été menée par Jordi Stéphane. Rapidement, en fait, elle a regardé des enfants, en fait, 70 enfants de 7 à 12 ans, présentant plutôt des troubles de l'attention. Et il les a mis donc dans des parcs, enfin voilà, dans un espace vert. Et il a constaté qu'en fait, au bout de 20 minutes, enfin 20 minutes seulement d'espace vert, si on peut dire, améliorer en fait les performances et améliorer en fait l'attention des élèves. Et ça se traduit réellement par des émotions positives qu'il a pu mesurer. Sur le réchauffement climatique, la chaleur, je vais passer rapidement puisque tout le monde est, je pense, maintenant assez bien sensibilisé. On ne va pas vers du mieux. En même temps, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est si l'homme pouvait vivre à 50 degrés Celsius sans problème, ben on n'en parlerait même pas.
finalement, l'augmentation de température de 4 degrés ne serait pas un problème. Donc cette augmentation de température, c'est quand même un problème de santé. Alors pas uniquement, mais pour l'homme, c'est vraiment un problème de santé et même de mortalité, puisqu'on sait très bien à partir d'une certaine température qu'on n'arrive pas à réguler la température intérieure. Donc on va vraiment sur de la mortalité accrue liée à ces périodes de réchauffement climatique. Donc là, j'ai entendu Monsieur le maire du Pouzin, mais également sur Boffre. Vous y pensez. Vous pensez à la végétalisation, à prévoir des îlots de fraîcheur, c'est très bien. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, puisque au niveau des données régionales, là, c'est des données cumulées par rapport au jour de canicule. Donc c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des cartes que vous pouvez trouver sur le site Géode. Et donc on constate effectivement une augmentation de la mortalité pendant les périodes de canicule donc calculée entre 1974 et 2022. Et vous voyez pour nos départements, alors la Drôme est beaucoup plus impactée que l'Ardèche, mais l'Ardèche est pas mal impactée également. Et ça va s'accentuer. Sauf si on arrive à s'adapter et à mettre en place des aménagements qui permettent aux gens de mieux s'adapter. Donc, d'où les îlots de fraîcheur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que le trafic réchauffe l'air ambiant, émet des polluants, que le bitume également réchauffe l'atmosphère. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans vos projets. Alors, un exemple, mais c'est toujours une étude de Santé publique France. Donc, à Paris, dans Petite Couronne, ils ont bien remarqué que le risque de décéder par la chaleur est 18% plus élevé dans les communes les moins arborées que dans les plus arborées. Alors, on a vraiment l'étude scientifique qui nous montre qu'il y a un vrai effet positif des espaces verts pour limiter les hausses de température. Sachant que, et ça on a aussi, c'est à retenir et à y penser, que la promotion de l'activité physique, donc si vous avez des aménagements qui permettent aux gens de faire de l'activité physique, l'activité physique permet de se protéger et d'améliorer en fait notre résistance à la chaleur. Voilà, je vous ai passé quelques déterminants de santé, quelques possibilités d'aménagement et des choses à avoir en tête. On peut réfléchir sur beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il est possible d'agir? Ben oui, en fait, on a nos plus hautes instances, donc le Haut Conseil de santé publique, qui explique qu'en fait, les interactions entre climat, énergie, économie, biodiversité et santé sont connues et qu'il faut en fait agir dans ce cadre-là, dans le cadre global d'une écologie de la santé. Déjà en 86, il était fortement recommandé en fait de mettre de la santé un petit peu dans tous les projets et de la santé un peu dans toutes les politiques. En fait, les politiques publiques agissent sur les déterminants de santé sans forcément le savoir. Claire Doblic l'a bien dit au niveau du projet sur le Pouzin, ils n'avaient pas d'objectif santé, mais finalement, ce qu'ils ont pu mettre en place, on voit les relations qui vont améliorer la santé de la population, au moins du quartier. Donc, la santé, en fait, on peut la mettre dans toutes les politiques. On doit avoir en tête une image, en fait, une approche positive et centrée sur les habitants, de qualité de vie. J'ai participé à la COP Ardèche sur la transition écologique et j'ai vu un schéma présenté par un élu sur Annonay où en fait il y a marqué des pollutions, enfin sur des pollutions, transport, etc. Et l'homme n'apparaissait pas. Et moi, je mettais l'homme partout. Et je pense que c'est important que effectivement, donc, ils avaient des objectifs plus liés sur l'environnement, sur donc d'objectifs écologiques, mais je pense qu'il est important d'avoir derrière tout ça, ou au-dessus, ou en tout cas en commun, des objectifs santé pour ne pas les oublier. Et ça donne un sens commun aux actions, en fait. Et donc, c'est se donner des objectifs de santé dans toutes les politiques publiques. Les outils. Alors, les outils, vous avez ce guide-là, Isadora, qui a été développé par l'EHSP, l'école des hautes études en santé publique à Rennes, qui a travaillé plusieurs années et plusieurs partenaires, qui est vraiment une démarche pour mettre en place de l'urbanisme favorable à la santé.
Alors, c'est vrai que c'est assez complexe. Ils proposent des formations. Si vous êtes très intéressé, allez-y, c'est très, très intéressant sur plusieurs modules. Ce qu'il est clair, c'est que c'est quand même fait. D'ailleurs, les premiers qui s'en sont emparés, ce sont des grandes villes et plutôt des villes santé, villes santé OMS, comme Strasbourg, comme Rennes, on a Angers également. Enfin, il y a des opérations Paris, bien entendu, des grosses opérations qui sont mises en place. Et le défi pour nous, ça va être comment est-ce qu'on arrive à faire de l'urbanisme, des aménagements favorables à la santé dans nos territoires ruraux. Donc, comment est-ce qu'on arrive à adapter et à utiliser ce guide-là dans nos territoires. Je vous présente rapidement, ça c'est le schéma type de Isadora, de ce guide-là, avec des thématiques de l'aménagement, les actions de l'aménagement et d'urbanisme, et en fait les liens, ça crée en fait des liens et ça montre des liens sur les effets sur la santé humaine, avec des effets qui peuvent être très positifs. Donc là, vous voyez sur le diabète, maladie respiratoire, maladie cardiaque ou la santé mentale. Vous avez d'autres outils disponibles. Internet n'en manque pas. C'est juste une diapositive d'exemple. Le CEREMA actuellement fait pas mal de guides et complète son site sur l'urbanisme favorable à la santé. D'autres outils disponibles également. Des exemples existent, donc comme je vous le disais, mais plutôt en milieu urbain. Mais on a, alors j'avais appris que Redon, une petite ville de 9000 habitants, était partie pareil sur de l'urbanisme favorable à la santé, et a priori leur démarche était pas mal, mais je n'ai pas eu plus de nouvelles depuis quelques années, mais je pense qu'ils ont dû bien avancer. Voilà, dans un département rural, en fait, ça va être à nous d'inventer à partir des outils qui existent avec les partenaires, parce que c'est vraiment une démarche de projet multipartenarial, comment on peut mettre de la santé dans nos projets. Alors, on avait pensé, on a déjà discuté avec la DDT sur les petites villes de demain, les villages de venir. Actuellement, avec la Drôme, avec Armel Mercurol, Julien Néasta, on travaille sur le SCOT Provence Rhône-Alpes. Provence-Baronnie. Merci beaucoup. De rien. Merci Armel. Rhône-Provence-Baronnie, pour essayer qu'ils prennent en compte cette thématique-là. Et en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment partir, comme disait Monsieur le maire, il faut vraiment acculturer toutes les personnes qui participent au projet aux effets sur la santé, aux déterminants de la santé pour que ça fonctionne bien. Sinon, il y a une certaine incompréhension qui peut sortir de ces groupes-là. Juste un exemple qui se passe en Ardèche. On a été confronté après coup. On a été saisi, vous voyez là, c'est une crèche toute neuve qui a été mise en place, et une fois en place et juste avant qu'elle n'ouvre, la PMI nous a demandé ce qu'on en pensait, sachant qu'il y a des vignes juste derrière. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais derrière, enfin, du côté des vignes, vous avez la petite cour de récréation qui permettent aux enfants qui sont à la crèche de sortir, de respirer l'air. Et là, clairement, ça pose la question de l'exposition aux pesticides. C'est des choses à penser avant, en fait. Savoir où on met une crèche. C'est vrai que là, elle est. Alors en plus, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'arbres ni d'ombre pour la protéger. Il y a plein de questions qui peuvent se poser, mais qu'on peut régler en fait avant. Donc se poser ces questions-là. Mais si vous n'avez pas en fait d'objectif santé, là il y avait un objectif. En fait, la crèche se trouve plutôt à l'écart des zones de circulation et de la principale route qui est la RN 102. C'est parfait, loin de la pollution, loin du bruit. Ils sont au calme, pas loin également de l'école, à proximité du village, on peut se garer facilement, l'accès est bien. Tout a été pensé finalement pour que la crèche fonctionne. Par contre, aucun objectif santé, donc ils sont passés à côté de pas mal de choses en fait. Et c'est là où l'important en fait, c'est vraiment d'avoir, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des objectifs santé, pour se dire est-ce qu'on est bon dans nos projets par rapport aux objectifs santé que l'on s'est fixés, ou est-ce que on est à côté et on améliorera le côté environnemental, on améliorera le côté
nature, mais peut-être qu'on n'améliorera pas la santé. Un exemple également qui est très bien parti avec des acteurs multiples, donc le CAUE, Pétale 07, qui est une association qui regroupe des associations d'éducateurs en environnement. Bien sûr, l'éducation nationale, c'est la revégétalisation des cours d'école. On améliore la qualité de l'environnement, on fait des îlots de fraîcheur, on améliore l'activité physique des enfants, plus l'apprentissage. C'est aussi, ça permet également aux instituteurs de prévoir d'autres modes d'éducation et de prévoir d'autres domaines d'éducation, notamment le jardin. Et donc, on est vraiment sur le côté urbanisme favorable à la santé. Il n'y a pas de problème, voire même une seule santé. Donc ça, c'est un concept qui est enfin, voilà, qui nous amène beaucoup plus loin que l'urbanisme favorable à la santé, mais qui participe également, qui dit tout simplement que l'environnement, la santé de l'environnement, la santé de l'homme et la santé de l'animal sont liées. Promouvoir la santé donc par l'aménagement et l'urbanisme, je terminerai par ça. En fait, c'est vraiment agir sur les déterminants de santé et c'est tout à fait possible. Mais il faut se le dire parce qu'en fait, l'idée de l'urbanisme ou des aménagements favorables à la santé, c'est de minimiser l'exposition de la population à des facteurs de risque, et de maximiser l'exposition de la population à des facteurs de protection en orientant le projet et dès la démarche de planification. Et c'est important de se fixer des objectifs santé parce qu'en fait, on pourrait passer à côté de cette minimisation ou de cette maximisation. Je peux prendre un exemple sur les mobilités douces. On a eu la construction en Ardèche d'une piste cyclable voie verte. C'était parfait, sauf que elle n'intéresse pour l'instant uniquement des personnes sportives, en tout cas qui peuvent se déplacer facilement, qui peuvent donc aller faire du vélo, et sinon pour les touristes. Voilà, c'est pas une voie de circulation qui permet d'amener les gens à leur travail, qui permet de les amener dans les magasins faire les courses. C'est purement du loisir. Et donc là, vous allez toucher des populations, pas des populations personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, et donc qui à la limite peuvent faire 100 mètres en marchant, mais pas plus. Et si vous ne leur mettez pas un aménagement à proximité de chez elles pour ça, eh bien elles restent chez elles. Donc là, vous voyez de suite le problème de manque d'activité physique et manque de lien social. Mais généralement, quand on fait ce type d'aménagement, on n'y pense pas forcément. Et donc, c'est pour ça, quand je dis qu'il faut des objectifs santé, c'est pour penser également à la population que vous avez autour et à penser un aménagement par population pour améliorer leur santé. Et donc, cette promotion de la santé par l'aménagement s'appuie sur les grands principes de déterminants de santé, cumul d'exposition, bénéficiant de santé, environnement. Voilà, tout ce que j'ai pu vous raconter et qu'on peut en fait largement développer. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Il y a Armelle Mercurol, je vous en prie. Oui, c'était juste pour préciser que le PRSE 4 qui vient de sortir comment dire, consolide tous ces aspects-là en plaçant l'UFS au centre et au centre des projets d'aménagement. Donc, je voulais préciser ce nouveau cadre qui va être porteur, en tout cas, d'un urbanisme favorable à la santé, quoi. Voilà, je voulais repréciser ça. Vous pouvez préciser ce que c'est le PRSE parce que je Oui, suis pas sûr que tout tout le à monde fait. le connaisse. Exact. Le plan régional santé-environnement qui donne l'orientation en termes de santé publique et plus particulièrement santé environnementale pour les 4 prochaines années et qui donc est complètement axé sur le concept de One Health et qui porte notamment l'urbanisme favorable à la santé comme un enjeu prioritaire de santé publique. C'était juste pour repréciser ce cadre-là, quoi. Ça va nous impacter pendant les 4 prochaines années, voilà, donc c'est important de le préciser. Et j'ai une question, Christophe. C'était notamment par rapport au Scott Run Provence-Baronnie. C'est aussi cet atelier sur l'urbanisme favorable à la santé. Est-ce que ça a donné suite? Enfin, comment? Alors, je ne sais pas s'il y a toujours des personnes aussi du Scott qui sont encore présentes, mais de voir dans le cas d'un Scott, enfin, après un atelier comme celui-là, qu'est-ce
quels ont été un peu les débouchés par rapport à ce document d'urbanisme, s'il y a des réflexions qui sont en cours pour creuser un peu la question. Alors, moi, j'en étais resté, oui, effectivement, il y a mais Armel complétera certainement. Je n'étais pas aux dernières réunions, mais oui, il y a des réflexions qui sont toujours en cours. On a vu rapidement, je dirais, le problème de la santé vue par les élus. C'est pour ça, quand je vous parlais de définition de la santé, on a chacun la nôtre, mais la santé vue par les élus et la santé, nous, ce qu'on voulait amener comme message sur les déterminants de santé, la santé vue par les élus, c'était le soin. Donc, quand on a commencé à leur parler d'urbanisme favorable à la santé, eux pensaient, et à juste titre, parce que c'est leur problème et les premiers qui touchent leurs habitants, c'est attirer des médecins, des infirmiers, voilà, des professionnels de santé sur le territoire, et où est-ce qu'on les met? Donc, il a fallu qu'on explique et plusieurs fois, mais c'est bien, c'est notre travail aussi, de faire comprendre que oui, c'était un des points, et donc un des déterminants de santé, on l'a vu, l'organisation des soins et l'accès aux soins, ça joue pour 15%, mais qu'en fait, sur leurs projets d'aménagement, c'était sur la possibilité d'agir sur la santé, ça pouvait aller bien plus loin que ça. Donc, l'Observatoire régional de la santé leur a fait un diagnostic santé sur leur territoire. Et puis ensuite, on a pu travailler. Il y a eu au moins 2 ateliers sur comment aborder la question et où faire quoi. Et ensuite, je ne sais pas, Armel, où ça en est là actuellement. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'ateliers thématiques sur ce SCOT RPB qu'on a suivi depuis 2021. L'entrée santé, c'était vraiment un parti pris des élus qui voulaient rendre le territoire attractif d'un point de vue médical. Et donc, côté ARS, on a tout de suite recentré sur le fait que la santé, c'était pas que le curatif, mais c'était également la prévention. Et dès lors, on a lancé le concept d'urbanisme favorable à la santé comme devant être intégré dans toutes les parties du SCOT. Et dernièrement, c'était donc en décembre, on a eu le droit à une déambulation dans une des communes du SCOT, à Donzère, pour voir comment, justement, d'un point de vue opérationnel, ça s'était traduit, cet urbanisme favorable à la santé dans la ville. Donc, c'était très intéressant parce que cette déambulation nous a permis de voir qu'un parc en pleine ville, effectivement, c'était du lien social, c'était comme l'a dit Christophe, de l'abaissement de température, donc voilà, du bien-être en ville. Enfin, tous ces aspects concrets du concept d'urbanisme favorable à la santé nous ont été présentés lors d'une déambulation. Et voilà, c'était vraiment très, très intéressant à voir. Donc ça, c'était en décembre. Et là, depuis, le SCOT, il poursuit son cours, hein, voilà, on suit régulièrement la régie directe du SCOT. On assiste à. Alors, dernièrement aussi, il y avait eu, en septembre, il y avait eu une présentation du diagnostic environnemental du SCOT. Enfin, voilà, on suit tout ça de très près parce que justement, il y a ce parti pris comment dire, des élus d'intégrer l'urbanisme favorable à la santé. Donc, on suit ça de très près. Et effectivement, on les aide dès qu'on peut. Et avec nos outils ARS, avec nos partenaires comme l'ORS, voilà, on essaie de faire en sorte que tout ça émerge favorablement, quoi, sur le SCOT Rhône-Provence-Baronnie. D'accord, merci. Armel a parlé de santé mentale. J'ai oublié, je voulais insister sur un point par rapport à la santé mentale. Euh, Notamment une expérience là, que vous avez qui a été présentée au dernier réseau urbain sur la commune de Saint-Félicien. Je pense qu'il est important aussi de voir qu'on peut améliorer la santé de la population en montant le projet et en faisant participer la population. Et moi, j'étais impressionné par l'exposé de l'association Bivois qui a accompagné la commune de Saint-Félicien sur son projet. Alors c'est vrai que au niveau du projet, il n'y avait pas d'objectif santé, c'était vraiment de l'aménagement, mais tout ce qu'ils ont fait avec la population, la mobilisation, ils ont recréé du lien social, mais tout ça, c'est du bonheur, c'est du plus pour la santé mentale. Mm. Chantier participatif, c'est sûr que Voilà. ça crée du lien.
Il y a la commune de Lannas aussi qui avait fait un chantier participatif sur sa place de village. Et du coup, là, depuis plusieurs années, ça a vraiment créé un tissu aussi associatif et oui, du lien entre les gens qui continuent, enfin, qui s'est développé sur la commune. Donc, le témoignage de petites communes rurales est très positif par rapport à des expériences passées, voilà, sur du chantier participatif. Et je reste persuadé que le fait de faire du chantier participatif permet en fait à la population, aux habitants, de mieux s'approprier l'aménagement Mm. et de ne pas se sentir en dehors, à côté, ou critique, justement, ah, ils nous enlèvent le bitume, comment on va faire, etc. Ils sont dedans et ils vont l'utiliser. Il y a Inès Jean-Pierre, si vous voulez. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai d'énormes problèmes de réseau depuis tout à l'heure. Je me bats avec. Je voulais intervenir un peu plus tôt, donc j'espère que, en tout cas, ce ne sera pas coupé. Déjà, merci pour cette présentation hein, qui est toujours intéressante et ça permet de se rendre compte comment les territoires peuvent s'outiller l'urbanisme favorable à la santé. Et en réaction de ce que j'ai pu entendre au-delà des coupures Internet que j'ai c'est vrai que effectivement, dans le cadre de l'élaboration du SCOT, on vient de lancer une étude sur la santé et en particulier sur la façon dont le SCOT en tant qu'outil stratégique et outil d'urbanisme peut être un des leviers justement pour apporter un aménagement de qualité par le biais justement de l'urbanisme favorable à la santé. Là, par exemple, on vient de finaliser notre phase de diagnostic où le bureau d'études a pu dresser un portrait de territoire en matière de santé, donc à la fois sur l'état de santé de la population, leurs principales maladies, pathologies, aussi sur l'offre de soins. Et puis ensuite, ils ont amené toute une démarche par déclinaison des déterminants de santé parce que c'est l'objectif en fait du SCOT ensuite c'est de parvenir à un SCOT style un peu boîte à outils pour qu'ensuite les documents d'urbanisme locaux puissent déployer, eux, l'urbanisme favorable à la santé par des opérations d'aménagement et d'urbanisme qualitatif. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de sensibilisation auprès des élus sur ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé et qu'effectivement, la santé n'est pas systématiquement l'offre de soins, même si l'offre de soins, bien évidemment, ça fait partie d'un des déterminants de santé. Mais voilà, c'est toute cette démarche de co-construction. On a essayé de leur faire prendre connaissance et de cette façon-là, en fait, de faire un peu différemment de l'urbanisme dans les territoires. Donc, work in progress. Bah, parfait. Bonne continuation alors sur ce chemin. Et puis c'est intéressant sur ce Scott-là parce on est vraiment, je pense que Inès serait d'accord avec moi, on est vraiment sur des communes rurales assez éloignées et des gros centres comme Montélimar. Donc des choses très très disparates. Oui, oui, c'est vrai, on est dans un immense territoire qui présente d'énormes diversités territoriales, contrastes territoriaux, que ce soit sur le plan populationnel, sur le plan environnemental, sur le plan de maillage de services et de l'offre. Donc, c'est vrai qu'on a des enjeux qui se regroupent, mais une diversité assez importante. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Pareil, si vous avez des retours d'expérience, que ce soit dans les aménagements, dans les documents d'urbanisme, est-ce qu'on a des personnes qui sont aussi bien ardéchoises que drômoises ou encore d'autres départements de la région? N'hésitez pas. Guy Boucher, là, je prends la parole. Je voulais simplement dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit que la santé, effectivement, on a vu que l'interlocuteur précisait un certain nombre de choses. Au niveau des communes, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bras de levier non plus. Pour moi, le bras de levier le plus facile, effectivement, ça passe par le verdissement des villages. Parce que bon, les constructions ne dépendent pas que des communes, elles dépendent aussi de chacun.
des citoyens. On n'investit pas non plus à tour de bras. Donc, en résumé, pour moi, la meilleure façon d'être efficace pour améliorer donc l'environnement, c'est le verdissement. Et nous, sur Jojac, c'est ce à quoi on s'emploie le plus ces dernières années. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a réalisé avec le CAUE un parking végétalisé avec des espaces verts, avec des terrains perméables. Bon, tout ceci va dans le bon sens, bien évidemment. Et on va continuer sur cette lancée-là. Voilà. Et de plus, vous développez aussi au niveau de la mobilité aussi sur votre On fait commune. de la mobilité, effectivement, on fait des cheminements piétons, des espaces verts en parallèle, etc. Oui, enfin, j'ai pas tout voulu développer, mais effectivement, le verdissement rentrait bien dans les interventions qui ont été précédemment dites. Donc, alors, on parle effectivement d'un verdissement du village participatif. Donc, on a parlé participatif, effectivement, avec l'apport de tout le monde, peut être très intéressant également. Responsabiliser les gens aussi dans l'entretien d'espaces verts de plantation mis à disposition des riverains dans une rue. C'est intéressant aussi puisque chacun participe à l'effort. Et là-dessus, vous voyez, vous pouvez très bien avoir des objectifs santé sur donc côté activité physique et peut-être activité physique pour les personnes âgées, de se poser la question sur certains quartiers, est-ce qu'elles peuvent sortir facilement et sans risque. Mais il y a aussi également sur un côté plus maladie, là pour le coup vraiment maladie, et donc l'aménagement de tout ce qui est pluvial et donc, puisque c'est du participatif, de l'information aux habitants, de lutter contre le moustique tigre qui se développe de plus en plus dans le département, de lutter contre l'ambroisie également. Donc, vous avez en fait la possibilité par voilà, votre envie et votre action d'aménager au mieux votre commune, donc en la verdissant, c'est très bien de créer des îlots de fraîcheur. Également à côté, vous pouvez avoir des sous-objectifs dans cet aménagement-là pour éviter certains autres facteurs de risque. Anne-Sophie, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour Anne-Sophie Aignan, moi je suis chef de projet Petite Ville de demain sur Bourg-Saint-Andéol et Viviers. Là, j'avais une question sur Bourg-Saint-Andéol. On est en train de travailler sur la requalification d'un quartier, le quartier de la Gare. Et du coup, je me posais la question, alors le projet, les études sont déjà finalisées, mais j'aurais quand même, je me dis, surtout par rapport à tout ce que vous venez de dire, il aurait été intéressant de passer ce projet au regard des différents critères santé que vous avez évoqués, parce que nous, on ne l'a pas du tout abordé de cette manière-là. Et du coup, quelles sont les structures compétentes pour avoir un regard critique sur le projet qui est… Voilà, on n'est pas encore en phase opérationnelle, mais on ne va pas tarder. Mais voilà, pour ne pas passer à côté, même si là, ça va être un peu du rattrapage, quoi. Mais voilà. Alors, on est en train de monter en compétences tous. Et donc là, actuellement, les personnes les plus compétentes et qui ont travaillé depuis un certain temps sur ce sujet, ce sont les agences d'urbanisme, que ce soit Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, je m'oublie une à Saint-Étienne aussi, je crois. Et l'idée, c'est que le KUE monte en compétences également et puisse vous épauler, mais également d'autres bureaux d'études. Donc, on est en train de voir pour monter des formations et cette année en 2024 et qui seront peut-être effectives, enfin on espère en tout cas fin 2024 ou 2025. Donc voilà, on est en train de faire monter en compétences d'autres acteurs pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Sinon, pour l'instant, en démarrage de projet sur des objectifs possibles, au niveau de l'ARS, on peut regarder et voir si on a des objectifs qui pourraient sortir. Voilà. Mais on ne pourra pas faire ça sur tous les projets de toute l'Ardèche. Oui, j'entends bien. Mais voilà, c'était maintenant que c'est passé. Je me dis même qu'à l'avenir… alors après, du coup, le CAUE, tant mieux si la santé est aussi intégrée, puis j'imagine qu'elle va l'être de plus en plus, mais
voilà, que vous soyez présent, en tout cas que les structures compétentes sur le domaine de la santé soient présentes aux différents comités de pilotage, d'aménagement ou de requalification de quartier ou des choses comme ça. Ça pourrait être hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est pas une réaction, naturelle qu'on aurait quand on parle urbanisme, de parler santé et du coup, je trouve ça hyper intéressant de croiser tout ça et on peut rater des choses, voilà, s'il y a pas ce regard d'expert, qui regarde le projet sous cet angle-là, quoi, en tout cas. En En tout tout cas, cas, on se tient à disposition au niveau de l'ARS, si vous avez des questions, puis on verra comment on peut accompagner. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous aussi. Il faut vraiment, vrai que le CAUE est un très bon acteur et on le voit sur la revégétalisation des cours d'école. après, si je peux rajouter sur le volet CAUE, enfin côté Ardèche, c'est vrai qu'on a une vision quand même globale aussi des choses, enfin, sur les aménagements. Donc, il n'y a pas que la végétalisation. C'est vrai qu'on regarde aussi bien, enfin, les questions de mobilité. Après, tout dépend des sujets, hein, des collectivités, mais en fait, quand on accompagne les collectivités, c'est vrai qu'on regarde souvent tout ce qui se passe au niveau mobilité, au niveau du cadre de vie, de la végétalisation. On peut être là aussi pour favoriser justement le lien social au travers de la participation, des démarches participatives. Donc, enfin, pour nous, c'est un peu de notre quotidien et le fait de mettre le mot santé, c'est en effet quelque chose qui peut-être se rajoute au niveau de la terminologie, mais on se sent déjà acteur depuis quelques années sur de nombreux points. Après, bien sûr, l'ARS, vous pouvez complètement là être complété sur des champs sur lesquels plus scientifiques ou sur des champs où là, on ne peut pas intervenir puisqu'on est urbaniste, architecte et paysagiste concepteur. Et après, il y a le parc aussi, hein, qui fait partie des partenaires sur les volets de biodiversité aussi, etc., etc. Donc, il y a une ingénierie qui est là et c'est vrai qu'en étant à plusieurs, avec nos différents regards, il me semble qu'on peut être assez complet. Déjà, vous remercier de votre participation, que ce soit nos intervenants du soir ou chacun et chacune des participants. On espère que c'était pertinent et que ça fera germer plein de nouvelles idées pour vos territoires. Et puis également, du coup, conclure sur les prochains webinaires qui seront donc dans ce cycle santé et aménagement, à savoir un webinaire le 11 mars, où là, on parlera d'un autre sujet de santé publique, c'est l'usage et ou le respect de la politique zéro phyto dans l'entretien et la gestion des équipements et des espaces publics des territoires. Et puis le troisième qui lui sera un peu un zoom sur des retours d'expérience autour de la désimperméabilisation et de la végétalisation. Donc on aura sur ce troisième webinaire, on aura par exemple un exemple de cours d'école, donc qu'évoquait Christophe tout à l'heure. Donc ça, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet lors de ce troisième et dernier webinaire. Voilà. Donc, merci à tous et on va vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt alors pour les prochains webinaires.